Voici, monsieur Aronnax, les diverses dimensions du bateau qui vous porte. C'est un cylindre très allongé, à bout conique. Il affecte sensiblement la forme d'un cigare, forme déjà adoptée à Londres dans plusieurs constructions du même genre. La longueur de ce cylindre, de tête en tête, est exactement de 70 mètres, et son bot, à sa plus grande largeur, est de 8 mètres. Il n'est donc pas construit tout à fait au dixième comme vos steamers de grande marche, mais ses lignes sont suffisamment longues et sa coulée assez prolongée pour que l'eau déplacée s'échappe aisément et n'oppose aucun obstacle à sa marche. Lord Ewald promena son attention, en silence, sur les objets environnants. Et sous la lumière des lampes qui leur jetaient une pâleur terrible, ces objets autour de lui, monstres d'une scientifique région, prenaient des configurations inquiétantes et éclatantes. Ce laboratoire semblait, positivement, un lieu magique. Ici, le naturel ne pouvait être que l'extraordinaire. Je ne sais s'il faut dire que les xipéus sont de différentes formes, car tous peuvent se transformer successivement en cônes, cylindres et strates, et cela en un seul jour. Leur couleur varie continuellement, ce que je crois devoir attribuer, en général, aux métamorphoses de la lumière depuis le matin jusqu'au soir, et depuis le soir jusqu'au matin. Cependant, quelques variations de nuances paraissent dues aux caprices des individus, et spécialement à leur passion, si je puis dire, et constituent ainsi de véritables expressions de physionomie dont j'ai été parfaitement impuissant, malgré une étude ardente, à déterminer les plus simples autrement que par hypothèse. Ainsi, jamais je n'ai pu distinguer une nuance colère d'une nuance douce, ce qui aurait été assurément la première découverte en ce genre. C'est alors que le péril bleu apparut dans tout son horrible et tout son formidable. Quand on apprit tout net qu'au-dessus des hommes, sur un globe invisible plus immense que la Terre et l'enveloppant de toutes parts, vivait une autre race d'êtres intelligents qui semblait bien nous avoir attaqués. Race redoutable par sa position, sa force, son mode de vie, son génie et son invisibilité, qui faisait de nous comme une bande d'aveugles cernés. L'humanité frémit d'une même épouvante et son émotion s'aggravait bizarrement de ce que les deux formes connues des créatures du vide fussent précisément celles des animaux terrestres les plus répulsifs, auxquels des siècles de fréquentation journalière n'avaient pu la rendre insensible. Impuissante à remporter la victoire dans les airs, les mouches avaient eu recours à la ruse. Renouvelant l'exploit des guerres antiques, elles s'étaient glissées de nuit, par petits paquets, dans les égouts collecteurs dont les orifices sur les berges de la Seine se trouvaient malheureusement découverts par suite de la sécheresse inhabituelle de la saison. De là, cheminant sous terre, où nul ne les guettait, et dans une atmosphère qui, certes, ne pouvait leur déplaire, elles s'étaient silencieusement massées dans les boyaux, prêtes à jaillir à la première occasion. Dès qu'ils sortaient, les hommes, poursuivant leur quête, levaient les yeux au ciel pour y chercher la lune. Ils cessaient de marcher en regardant leurs pieds. Ils cessaient de penser à la poussière et à la boue, aux trous de leurs chaussettes, à leurs varices, à leur fatigue. Ils levaient la tête. Ils voyaient le ciel, le bleu ou le gris du ciel, le peuple des étoiles que certains n'avaient jamais pensé à regarder. Ils oubliaient leurs soucis. Ils levaient la tête et, sans le vouloir, redressaient leur colonne vertébrale, effaçaient leurs épaules, gonflaient leur poitrine. Leurs poumons se développaient, leur estomac s'allégeait, leur cœur battait à l'aise. Quand ils se regardaient ensuite, les uns les autres, c'était avec des yeux tout nettoyés par l'espace.
Une émotion indescriptible étreignait le cœur de nos amis. Ils restaient muets, sans se regarder, les yeux rivés sur le paysage étrange qui se présentait à leur regard. Et ils pensaient que nul être au monde n'avait réussi à réaliser le rêve qu'ils étaient en train de vivre. N'étaient-ils pas, en effet, les premiers hommes qui se soient évadés de la Terre ? Et ils étaient prêts maintenant à fouler le sol encore vierge de cet astre vers lequel les yeux de tous les hommes s'étaient portés depuis la naissance de l'humanité, de cet astre qu'on avait considéré comme un guide, puis comme un œil des dieux épiant les fautes des humains. Tant de mondes catapultés dans tant de galaxies différentes. Nous les avions découverts, oui. Nous seuls pouvions revendiquer ce privilège dans l'univers. Nous avions abordé tous ces mondes. Sur certains, nous avions fait des dépendances et des stations de tourisme, de même que nous avions créé des archipels réunis et des États confédérés. Nous avions laissé d'autres mondes, la plupart d'ailleurs, mijoter dans les différents cancers qui les rongeaient. Mais nous les avions tous abordés, les uns comme les autres. Même les plus corrosifs, même ceux qui mordaient, avalaient, brûlaient, suçaient ou lacéraient. Que de monde, que de sujets d'étonnement. Le soleil du matin sur son visage l'éveilla. Il tourna la tête vers le nord et eut un choc. Haute, sur l'horizon des montagnes lointaines, Niurk se dressait dans le ciel. De prodigieux entablements d'édifices métalliques en forme de T ou de H géants reflétaient la rougeur de l'aube. Une ville de cuivre en fusion dépassait des nuages, dominait de très haut la vallée du fleuve Hudson. Celui-ci naissait sous la forme d'une magnifique chute en forme de queue de cheval qui s'incurvait gracieusement au-dessus de 300 coudées de roc abruptes, socle monumental de Niurk. L'enfant entraîna l'ours vers l'apparition de rêves. Les dieux de Niurk devaient être de bien grands dieux pour avoir bâti une telle merveille. Assis sur un rocher dur et humide, il contemplait les monstrueuses structures qui se découpaient à contre-jour sur le couchant. Il recevait en pleine face un vent qui lui piquait les yeux et l'obligeait parfois à assurer son équilibre. Rien de tout cela ne pouvait être vrai, et pourtant, cela était. Ou bien il voguait, immobile, dans un cauchemar. Le cauchemar de qui ? Le sien, celui d'un homme qui s'appelait Matwood et devait dormir quelque part dans un endroit à la mesure de l'humain. Rien, ici, ne rappelait quoi que ce fût. Rappeler, qu'était-ce que ce souvenir ? Rob savait qu'il allait perdre rapidement la claire conscience du temps. Il en était à son 9e voyage chronolytique, les 2 derniers comportant une mission précise dans le passé. Au départ, son expérience l'aiderait un peu, très peu, et au cours du voyage moins encore. Chaque expédition dans l'indéterminé était une aventure nouvelle. Et en s'intégrant à une personnalité étrangère, s'il y parvenait, il perdrait son autonomie et jusqu'à la plupart de ses souvenirs. Quelquefois, des explorateurs du temps incertain revenaient fous, succombaient lors du retour, ou bien restaient plongés jusqu'à la mort dans un état de coma dépassé que les Ford même ne pouvaient expliquer. On ignorait les causes de ces accidents. Peut-être les malchanceux restaient-ils prisonniers du passé. Une belle journée d'été, lumineuse et chaude. Je me suis assis pour faire la pause, adossé à une bagnole qui se désagrégeait sur la bande d'arrêt. La rouille mâchait la carrosserie, la transformant en dentelle de métal. Un squelette tassé étreignait le volant à plein bras, comme s'il se cramponnait à une bouée de sauvetage.
Ses longues dents jaunes me souriaient. Il ne me gênait pas. Rien de plus paisible que les morts. Les casse-bonbons, c'est les vivants. J'ai mangé le reste de ma couleuvre, un petit reste, et j'ai vidé ma dernière gourde. Et voilà, reparti mon kiki. Avant le soir, il me faudrait trouver de l'eau et de la nourriture. Pas si simple, ça ne l'est jamais. L'arme absolue, c'était l'urne électronique. C'étaient les implants de sondage que des armées de mercenaires sondeurs à la solde des principaux instituts d'information utilisaient pour mitrailler les électeurs, sans douleur, en secret. Les armes, c'était l'intox et la propague effrénée, et les impacts éclatants dans la tête des gens pour les transformer en victimes vivantes. Fini les cadavres sur les champs de bataille, qui ignoraient tout de leur état, s'imaginaient toujours conscients, responsables, utiles, efficaces, et qui votaient. Le sang s'épanouissait sous elle comme une fleur malsaine. L'étrange agrégat qu'elle venait d'expulser frôla sa jambe dans le mouvement qu'elle faisait pour se hisser sur le bord. Elle le prit dans ses mains avec un mélange de curiosité et de dégoût. C'était élastique, mou et tiède, et elle dut lutter contre le fantasme de tenir une partie d'elle-même encore vivante. « Ma vieille, si c'est sorti de toi, c'est que c'est mort. Tout de même, ça a une drôle de touche, un embryon. » Chez nous, sur Citonia, chaque fois que naît un enfant, ses parents l'abandonnent 2 nuits durant entre les mains d'une sorcière. Cette pythonisse, dont la tâche principale est de prédire l'avenir, détermine alors avec une extrême précision ce que sera la vie du nouveau-né au cours des prochaines décennies, tout au long de ce trajet qui le mènera jusqu'à la mort. Dès que la vision est achevée, elle tatoue alors sur le dos, le ventre et les membres du petit les différentes phases de cette révélation. Le corps devient ainsi le support d'une sorte d'agenda du futur où sont consignés les faits marquants ou graves qui émailleront la vie du sujet. À 8 heures précises, alors que Serge s'éveillait à peine, l'imprimante se mit à ronronner et crachoter avec une discrétion polie. Serge s'assit dans son lit, le cœur battant à grands coups. La distribution des cartes arrivait toujours de manière inattendue. Il avait reçu ses dernières règles de vie seulement 20 jours auparavant. Il décida d'attendre la fin de l'impression pour se lever, réfléchissant aux éléments de sa vie dès à présent modifiés. Un nouveau jeu de cartes annulait systématiquement toutes les directives du tirage précédent. L'amour est une fonction de la vitesse. Dans sa cuve, Davy pensait. Beauté de l'absence de squelette, pas moyen de bouger. Aimer, aimer indéfiniment. Et Davy, insensiblement, remuait. Ariane, aimer indéfiniment. La pensée à toute allure, libérée du corps, aimer indéfiniment, aimer enfin, plus de poids. Et Davy, insensiblement remué. Mais qui aimait? Et pourquoi? Et comment? C'est ça. Les 2 frères ennemis qui ont tripatouillé sans gêne les gènes et la clim ont fini par se rendre à l'évidence. La seule issue du conflit, après le broyage de l'intelligence artificielle transaméricaine, résidait dans leur reconnaissance mutuelle. Les 2 frères ennemis ont fait la paix pour pouvoir gérer à l'amiable le sort de la Terre. Les programmes intelligence artificielle ont fusionné et bord. On n'avait jamais prévu ça, pas vrai? Devaient évoluer par eux-mêmes,
devaient s'enrichir, réfléchir, jamais fléchir, mais pactiser entre eux et s'accoupler. Mon Dieu, quelle horreur! La meilleure des stratégies est celle qui n'a pas d'objectif. Bougez vers la négantropie, illimitez-vous. La meilleure des stratégies est l'individu. Choisissez ceux qui ne seront pas des pions, ceux qui ne sont que libre arbitre. Ne les dirigez pas, ne les organisez pas, ne les gérez pas. L'individu est le chaos. Préparez-vous à vous synchroniser sur lui. Permettez-lui de bouger avec ou sans vous. Ne laissez personne attendre quoi que ce soit de vous. N'attendez rien de personne. Le chaos n'est pas une stratégie. Ne confondez pas le chaos avec le désordre. Le désordre est une expression de l'entropie. L'entropie est finie. Défiez l'univers. Merde. Les mystérieux assaillants s'étaient regroupés dans l'axe de la porte et frémissaient sous leurs capes bercées par le vent. La meute s'impatientait. Le meneur récita une incantation entre ses dents. La magie lui coulait des lèvres. Un son rauque jaillit finalement de sa gorge et donna le signal de l'attaque. Au même moment, la teinte des flammes, qui commençait à ronger les flancs de la roulotte, vira au vert sombre. Le feu des ténèbres. À la lueur des flammes impies, l'homme révéla sa face cadavérique. Il recula pour prendre son élan et se jeta de toutes ses forces contre la porte, qui céda avec un craquement sinistre. Sa silhouette noire se découpa dans le rectangle lunaire de la porte. Les yeux agrandis par la terreur, l'enfant chercha la main de sa mère et ne rencontra que du vide. Les contes d'autrefois, ainsi que les fabuleuses créatures qui les inspirèrent, ont une patrie. Cette patrie se nomme l'Outre-Monde. Ne la cherchez pas sur une carte, même millénaire. L'Outre-Monde n'est ni un pays, ni une île, ni un continent. L'Outre-Monde est un monde, ma foi. Là vivent les fées et les licornes, les ogres et les dragons. Là prospèrent des cités et des royaumes que nous croyons légendaires. Et tout cela au fil d'un temps qui s'écoule autrement. Cet univers voisine avec le nôtre. Jadis, ils étaient si proches qu'ils se frôlaient parfois. La Vectracom est l'une des corpos les plus en vue de Montréal, une sorte de spécialiste de la domotique qui, avant la commune, chiait de la commodité pour jeunes friqués incapables d'essorer une salade sans avoir besoin d'un machin connecté intelligent. Dans ses nouveaux jolis bureaux avec entrée directe dans les souterrains, une belle porte vitrée avec moquette, la Vectracom est encore la façade arrangée d'un monde néolibéral embourbé dans son confort. Kim rêvait de les killer depuis qu'ils avaient commencé à vendre des montres pour mesurer les calories brûlées pendant le temps passé sur l'ordi.